Petite question pour toi, l'ami. Qu'est-ce qu'un jeu expert pour toi? On en parle souvent en ce moment du jeu expert et notamment de son déclin, le déclin du marché du jeu expert. Est-ce que les jeux experts continueront d'exister, ou en tout cas est-ce qu'ils continueront d'exister chez nous? Puisqu'on a pu voir notamment la semaine passée que Super Meeple avait fait un post concernant justement ces jeux experts qui n'ont pas réussi à vendre, notamment avec des choses très transparentes. Après, il y a une dimension côté boutique, je ne vais pas m'étaler dessus parce que je ne possède pas de boutique, donc je n'ai pas les connaissances requises pour pouvoir m'exprimer sur ce sujet. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, il y a un constat qui est très clair, c'est que le jeu expert est en décroissance. Le jeu expert semble a priori s'éteindre. Alors, c'est peut-être pas pour demain, attention, mais en tout cas, c'est plus difficile de vendre du jeu expert. Bref, donc, ma question pour toi, c'est qu'est-ce qu'un jeu expert pour toi? Donne-moi un exemple de ce que tu considères comme étant un jeu expert. Salut l'ami et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton pour le jeu en carton numéro 2. Numéro 2, vous avez apprécié le premier, j'ai eu des très bons retours et ça m'a fait vraiment plaisir. C'est un format que je vais essayer d'installer donc, un format dans lequel on va blablater un petit peu sur d'autres choses que de parler directement d'un jeu de société. Ça va tourner, graviter autour du jeu bien évidemment, mais aussi pouvoir vous proposer une review du jour, le jeu de l'année passée. Ça va commencer cette semaine, il y a un an je vous présentais un jeu, bien j'y ai rejoué et je vais vous redire si oui ou non ça valait le coup, si c'est toujours aussi nul, si c'est toujours aussi bien, bref, t'as compris l'idée, et ce qui va arriver donc sur la chaîne. Il ne manque plus qu'à toi de t'abonner, de liker, et on commence bien évidemment maintenant. Donc oui, les jeux experts, c'est quelque chose... Le terme expert, moi c'est quelque chose qui m'a toujours un peu irrité. Alors je l'ai utilisé bien évidemment dans ce type de vidéo parce que ça fait office de référence. On a besoin de poser des étiquettes sur des sujets, de tout ce qu'on fait dans notre vie. De toute façon, on a besoin de donner un nom, on a besoin de catégoriser. Vous allez avoir des conflits qui vont naître de ces étiquettes que vous allez poser. Non, ça c'est pas un jeu expert, non, ça c'est plutôt un initié. Ce genre de choses-là qu'on s'auto-impose finalement, et c'est quelque chose qui existe partout. Vous allez avoir des étiquettes sur des supporters de football, vous allez avoir des étiquettes suivant le type... Je te dis, je suis amateur de catch, et bien suivant la compagnie que tu vas regarder, les gens collent des étiquettes comme quoi ça c'est plus technique, ça c'est plus... Et finalement se foutent sur la gueule en parlant de ces propres étiquettes qui se sont collées. En anglais, il parle de tribalism, donc c'est vraiment l'idée de tribu, de tribal. Donc on s'affronte en fait suivant un truc qui est très simple, de ça c'est à moi. Hop. Tu vois, ici, là où j'habite, les gens se foutent sur la gueule entre le sud et ceux qui habitent au sud et ceux qui habitent au nord de la Loire. Je ne comprends pas. J'habite, j'ai une maison, faut me la paix. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, là, ça va être un petit peu différent. Ce que je souhaite évoquer avec toi, mais c'est surtout essayer de démystifier un petit peu ces différentes classes de jeux de société qu'on essaye de nous imposer, ou que j'essaye aussi de vous imposer dans mon discours, puisque je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement excluant. C'est-à-dire que si demain vous avez une personne lambda qui va rentrer dans une boutique et que vous arrivez et vous lui dites bah voilà, ça c'est un initié plus, ça c'est plutôt un expert moins, ça c'est un expert plus, attention hein. Alors là on est plutôt sur un familial plus. C'est triste, et finalement, c'est un brin élitiste tout ça. Parce que si vous n'êtes pas dans ce milieu, eh bien vous allez prendre peur. Moi si demain, j'y connais rien en bagnole par exemple, tu vois, je suis vraiment inculte en bagnole, je rentre dans un garage et que l'autre il me dit alors ça, c'est plutôt pour un conducteur plus moins, parce qu'on sait jamais vis-à-vis... Je vais me dire ok, c'est pas pour moi ici, je vais aller ailleurs vers quelqu'un qui va peut-être avoir plus de pédagogie ou saura peut-être me cibler pour me dire ok, ça c'est pour toi mon gars. Et c'est quelque chose que je trouve dommage vraiment, parce qu'en plus de ça, les catégories qu'on s'impose, donc les catégories familiales, initiés, experts, on est bien là-dessus, et puis il y a les jeux enfants, c'est des choses qui sont très restrictives, et en plus c'est pas très large quoi. C'est qu'est-ce que tu mets dans le familial? Dans l'initié on fourre tout, c'est le truc où on va tout mettre dans l'initié, il suffit de voir les as d'or des années passées, et je peux pas leur en vouloir, c'est-à-dire que c'est vraiment une catégorie qui est tellement floue que tu peux y mettre tout et n'importe quoi. Ok, c'est pas familial, donc autrement dit, tu vas pas pouvoir y jouer avec papa-maman, ok, c'est pas expert parce que tu vas pas faire des 2 heures de partie, bah initié. Eh bien, pour ma part, j'ai voulu créer, alors
ça concerne que moi, mais je pense que je vais les conserver pour pouvoir vous présenter des jeux en vous redonnant un contexte pour que les personnes justement qui arrivent puissent comprendre. Mais j'ai voulu recréer, éclater un petit peu ces catégories pour recréer des choses peut-être plus intuitives. Vous allez me dire si ça vous convient ou pas, peut-être que vous avez trouvé que c'est de la merde et vous avez tout à fait le droit de le penser, mais quoi qu'il en soit, je vais tenter de me justifier pour pouvoir vous l'expliquer correctement. Déjà, exit toute donc cette partie familiale, cette partie initiée, cette partie expert. J'ai souhaité éclater ça en 7 nouvelles catégories. Voilà, 7 catégories. La première de ces catégories sera la catégorie la plus accessible jusqu'à la dernière, donc la moins accessible. C'est comme ça un petit peu que ça va se passer. C'est en termes d'accessibilité, en tout cas, un peu comme le familial, l'initié expert finalement, que j'ai conçu ces catégories. Donc je commencerai avec la catégorie que j'intitulerai découverte. La catégorie découverte, c'est vraiment la première catégorie, celle qui va permettre d'introduire les personnes aux jeux de société modernes. Et donc pour ça, vous allez avoir des jeux extrêmement simples. Par exemple, le Skijo. Ah oui, il faut en parler du Skijo, on n'y joue plus, mais clairement, c'est quand même bien mieux que de sortir une bataille ou que de se faire suer avec un Monopoly quand on connaît pas les jeux. Donc vous allez pouvoir sortir un Skijo, c'est basé sur de l'aléatoire, mais mine de rien, vous avez des règles extrêmement accessibles qui vont permettre aux joueurs, de tous les joueurs, d'en profiter. À côté de ça, vous avez des jeux comme par exemple Lutz qui est sorti chez Yellow l'année passée, un jeu de plis sur lequel vous allez devoir miser sur le nombre de plis que vous allez réaliser. Personnellement, je l'ai sorti avec des joueurs qui n'étaient pas du tout joueurs, et ça a fonctionné très bien, parce que vous avez des règles qui sont vraiment expliquées très rapidement. Il faut surtout pas, en fait, noyer les personnes dans plusieurs règles différentes et qui finissent par prendre peur. C'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. À côté de ça, j'ai aussi des jeux comme Nekojima. Nekojima, jeu d'adresse, très simple, on lance des dés, on place des poteaux, le but c'est de pas les faire tomber, et pour autant, ça marche très très bien. La catégorie d'après sera la catégorie dite accessible. Ce sont des jeux simples, avec un petit peu plus de profondeur que les jeux découverts pour les personnes qui souhaitent explorer un petit peu plus en termes de difficulté. Dans ces catégories-là, je pourrais proposer un King of Tokyo. King of Tokyo, très simple, on lance des dés, on fait des combinaisons pour pouvoir foutre des mandales aux monstres adverses, récupérer des points de vie, gagner de l'énergie pour acheter des cartes, et c'est très simple. D'autres jeux un petit peu plus complexes comme Boop. Alors, complexe, pas en termes de règles, les règles sont très très simples, mais il va falloir commencer à anticiper les différents placements qu'on va faire de nos différents chats pour pouvoir éliminer notre adversaire. Ensuite, la catégorie d'après sera la catégorie confirmée. Ici, des jeux aux règles un petit peu plus complexes, mais toujours très accessibles, pour des joueurs qui ont commencé déjà à mettre le pied dans le jeu de société. Là-dedans, on pourra intégrer des jeux comme Boom Busters, qui vient de sortir, un jeu de déduction, donc en Legacy, avec plusieurs missions à réaliser, donc avec des règles différentes qui vont arriver au fur et à mesure, mais ça reste toujours très léger, la base reste à 90% la même, avec ces petits éléments qui viennent s'ajouter. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas la déduction, c'est pas donné à tout le monde, hein. Tout le monde ne fonctionne pas avec la déduction, j'ai un pote qui y joue et qui n'est pas... qui n'arrive pas à accrocher, qui n'arrive pas à comprendre finalement la mécanique, c'est pas quelque chose qui est inné, et donc c'est un jeu que je trouve très accessible, mais qui apporte quelque chose de différent par rapport au premier jeu de des catégories d'avant. On a des jeux aussi comme Seven Wonders, je vais pas le représenter Seven Wonders, mais à Seven Wonders, quand on joue à Seven Wonders, eh bien, on commence à pousser un petit peu plus. Si on continue, on a la catégorie dite tactique. Là, on cherche de la réflexion stratégique, c'est le début, la réflexion stratégique, de l'anticipation de mouvement. Dans cette catégorie, j'intégrerai par exemple Far Away. Alors Far Away, il n'y a pas d'anticipation de mouvement, mais on commence à anticiper le scoring que l'on va établir, puisqu'on va poser des cartes que l'on va décompter en sens inverse, donc c'est déjà quelque chose qui demande une certaine gymnastique cérébrale. À côté de ça, on a un jeu comme Demain tu m'as tué, chez Yellow. Alors je sais pas si vous êtes beaucoup à y avoir joué, mais c'est un jeu qui se joue sur 3 plans, c'est avec 3 échiquiers, passé, présent, futur, où il va falloir éliminer notre adversaire de 2 des échiquiers pour pouvoir l'emporter. Et là, il va falloir commencer à anticiper le fait de pouvoir envoyer notre adversaire, enfin notre pion, pardon, sur un autre plan, donc le cloner, voire l'envoyer directement dans un autre plan sans le cloner, en essayant de le pousser, en imaginant ce que notre adversaire va faire, et là on est dans quelque chose qui finalement commence à être très poussé en termes d'anticipation de mouvement. On continue avec les jeux stratégiques. Alors les jeux stratégiques, c'est des jeux qui sont longs, qui sont plus complexes, qui nécessitent une bonne capacité d'anticipation. Dans ces jeux, j'intégrerai Ark Nova par exemple. Ark Nova, c'est un jeu avec des règles qui sont finalement assez simples, forcément plus complexes que ce qu'on a vu auparavant, mais qui sont accessibles, il n'y a pas de micro-règles, l'enchaînement des tours se fait toujours de la même manière, et le système fonctionne jusqu'à la fin de la partie. Le truc, c'est que vous allez commencer à devoir anticiper vis-à-vis de la construction de moteur que vous allez faire par rapport à vos cartes, vis-à-vis des placements que vous allez faire des différents enclos et animaux, et ça c'est quelque chose qui va vous emmener vers une dimension plus stratégique, d'anticipation un peu plus forte. Pareil, j'intégrerai là-dedans Terraforming Mars par exemple. Et ensuite, il y a des jeux, qu'on le disait experts avant, plus légers, comme Great Western Trail. Great Western Trail, donc généralement les jeux de Pfister ça marche.
Great Western Trail, qui est un jeu, pareil, aux règles qui sont finalement accessibles, avec une dimension stratégique plus importante, d'anticipation plus importante, notamment vis-à-vis du déplacement que vous allez faire, du deck building que vous allez, donc du deck que vous allez construire grâce aux cartes vaches que vous allez récupérer, la gestion de la main que vous allez réaliser pour pouvoir maximiser les revenus que vous allez obtenir, donc à la fin de votre parcours jusqu'à Kansas City, et les différentes constructions de bâtiments, les personnages que vous allez devoir embaucher, bref, vous avez plusieurs dimensions dans lesquelles vous allez vous retrouver pour pouvoir tenter de tirer le meilleur de votre scoring. Avant-dernière catégorie, les catégories avancées. Et là, on commence à brûler les neurones, mais pas en lisant le livret de règles. C'est quelque chose qui est très important pour moi parce que le livret de règles ne doit pas décourager. Les règles de ces jeux avancés sont faciles à lire, vous emmènent assez rapidement là où vous voulez aller. Par contre, la profondeur de gameplay est bien là. Vous avez des jeux dans ce type-là, les jeux de Luciani, comme Nucleum, les Radvistar ou Darwin's Journey. Ça, ce sont 3 jeux que je trouve finalement très accessibles en termes de compréhension. On comprend très rapidement ce qu'on va pouvoir faire pendant le jeu. Par contre, les dimensions stratégiques apportées par les différents éléments de gameplay font que ces jeux ne sont pas, entre guillemets, pour tout le monde. Ou alors, il va falloir vraiment être rodé pour pouvoir rentrer dans cette catégorie-là. Par exemple, dans les Radvistar, le système de roues va demander une anticipation assez forte pour pouvoir essayer de prévoir où est-ce que va se situer telle action à tel endroit. Également, vous allez jouer sur différents tableaux. Les cartes que vous allez prendre, que vous allez jouer, la maison que vous allez devoir explorer avec les différents effets qui sont associés, et également ce que vous allez débloquer sur votre tableau avec les terriers que vous allez creuser, c'est pas des terriers mais peu importe, et les différents lits que vous allez placer. Bref, vous avez plusieurs arcs sur lesquels vous allez devoir travailler. Dans Nucleum, ce sera le placement des rails, les différentes actions que vous allez récupérer. Darwin's Journey, vous allez l'exploration avec le bateau en bas, les différentes actions avec les sauts que vous allez placer, et puis également la découverte des différentes espèces. Bref, c'est un medley de mécaniques qui propose des stratégies différentes, des approches différentes pour pouvoir scorer, pour pouvoir remporter les parties. Sur ces différents jeux, vous allez jouer de différentes manières. Il n'y a pas vraiment un axe à suivre pour pouvoir scorer un maximum et pour pouvoir l'emporter. Donc vous allez avoir des parties différentes, mais attention, avec une notion d'anticipation qui est très forte et une accessibilité qui est finalement assez exigeante. Et on finira donc par la catégorie expert. Ouais, je t'ai dit que j'aimais pas expert, mais là c'est les vrais experts. C'est vraiment la catégorie de jeux que tu présentes à des personnes qui sont véritablement rodées, tu les sens. Elles sont prêtes à jouer des parties longues, des parties intenses, elles sont prêtes à tout faire chauffer là-dedans, et elles sont également prêtes à s'enquiller des livrets de règles assez conséquents. Dans cette catégorie-là, je rangerai des jeux comme Voidfall. Voidfall, vous l'ouvrez, vous avez un matos de fou, vous avez 3 livrets de règles. Enfin plutôt, je crois que c'est un compendium, un livret d'apprentissage et un livret de règles. Bref, ça va nécessiter un apprentissage assez conséquent, un investissement assez fort pour pouvoir réellement profiter du jeu, et plusieurs parties pour pouvoir vraiment prendre le pouls du jeu. En plus de ça, les parties sont longues, donc on va demander également aux joueurs autour de la table de s'investir pendant quelques temps. Dans cette catégorie-là, vous allez pouvoir mettre aussi des Twilight Imperium. Avec des parties de 8 heures, c'est pas accessible pour tout le monde. Ou des jeux comme Route. Route, je l'intégrerai là-dedans. Pourquoi ? Parce que vous avez des joueurs qui vont jouer avec des règles différentes. Donc il faut que tous les joueurs soient investis dans ce que font tous les autres pour pouvoir réellement comprendre et contrer notre adversaire et pour pouvoir jouer finalement avec leurs différents comportements. Et ça, c'est quelque chose qui clairement les qualifie pour être dans la catégorie la plus difficile, à mon sens, en termes d'accessibilité. Voilà les amis, pour les catégories, c'est fait. Dites-moi ce que vous en pensez, et évidemment, n'hésitez pas à me suggérer des jeux dans ces différentes catégories, et à suggérer aussi des transferts, si jamais il y en a certains que vous estimez pas à leur place, voilà, vis-à-vis de ce que je viens de vous dire. Mais, à mon sens, ça me paraît être quelque chose d'un peu plus juste, parce qu'il permet finalement aux joueurs nouveaux comme aux plus anciens de trouver des choses différentes plutôt que de partir sur du expert plus, du expert moins, du initié plus, à ne plus savoir quoi en faire. On enchaîne avec la review du jour. Aujourd'hui, je vais vous parler de Sankore. Il faut que je le déplace. Hop, comme ça. Normalement, on n'est pas trop mal. On est pas mal. Sankore, donc le dernier jeu sorti chez Super Meeple, donc ça c'est sorti le 10 janvier. Donc c'est très récent. Et donc c'est du Fabio Lopiano et Mandela Fernandez Grandon. Donc Fabio Lopiano, vous connaissez pour Skeleton Base, je sais pas, celui-là même. Voilà, et donc qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien Sankore, donc c'est un jeu dans lequel vous allez devoir faire entrer votre université dans l'histoire, donc l'université de Tombouctou. Voilà. Je passe assez rapidement là-dessus parce que vous allez très rapidement l'oublier dans le jeu, c'est pas le propos.
Dans Sankore, donc vous allez jouer, donc c'est jusqu'à 4 joueurs, 1 à 4 joueurs, vous allez faire 2 actions par tour dans le but d'obtenir le plus de points de victoire à la fin de la partie. Et parmi ces actions, vous allez pouvoir récupérer des étudiants sur des files d'attente qui correspondent à différents cours, vous allez pouvoir acheter des cours que vous allez mettre dans une pyramide qui correspond à votre plateau joueur, et vous allez pouvoir donner des cours. Vous avez d'autres petites choses, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. L'idée, c'est que le fait de donner des cours, c'est le centre névralgique du jeu. Parce que comment est-ce que ça se passe? Eh bien, lorsque vous allez donner un cours, ça veut dire que sur votre plateau, vous avez un cours, déjà, avec devant, enfin juste derrière, en dessous, un étudiant de la couleur qui correspond ou pas, et en fonction de ça, eh bien, vous allez pouvoir réaliser une action sur le plateau principal. Et vous avez 4 disciplines dans lesquelles vous allez pouvoir évoluer. Vous avez l'astronomie, vous avez le droit, vous avez la théologie, vous avez les mathématiques. Tout ça fonctionne autour d'une même mécanique, c'est les points de savoir. Les points de savoir, vous allez en obtenir de différentes manières. C'est-à-dire que si vous donnez un cours, par exemple, dans le droit, donc le droit c'est la couleur orange, vous allez regarder la file d'attente en bas, vous avez les différents étudiants. Plus il y aura d'étudiants qui auront été pris dans cette file d'attente, plus l'action de droit sera forte pour tous les joueurs. Mais aussi vous obtiendrez des points supplémentaires pour chaque action que vous aurez déjà réalisée sur cette discipline. Par exemple, si vous avez déjà fait 3 fois la discipline du droit, eh bien vous aurez 3 points supplémentaires, puisque vous aurez placé donc 3 couronnes qui correspondent au droit, et ça révélera le chiffre 3. 3, 3, 3, 3, 3. T'as compris l'idée, donc ton action est plus forte et ça te permettra d'aller chercher des bonus plus forts. C'est comme ça que fonctionnent en tout cas les points de savoir sur toutes les actions. Maintenant, chacune de ces actions, chaque discipline va apporter des choses différentes. Par exemple, la discipline de l'astronomie va vous permettre de déplacer un chameau suivant plusieurs routes en fonction toujours de vos points de savoir. Vous allez vous arrêter sur des camps qui vous permettront de dépenser de l'or en échange de sel. Vous allez aussi avoir, vis-à-vis de la théologie, le cours de théologie, vous allez pouvoir placer des mosquées en échange de sel pour obtenir des livres. Ces livres, vous allez pouvoir les dépenser sur le plateau de mathématiques pour pouvoir construire des murs. Et le plateau de droit, lui, est un petit peu à part, dans le sens où lui va vous permettre d'obtenir des tuiles compétences, qui sont des tuiles qui vont permettre de comboter, collecte de ressources, déplacement d'étudiants, souvent des cours, etc., etc. Le truc, c'est que vous avez la possibilité de donner des cours magistraux. Un cours magistral, c'est donné si vous avez 2 étudiants en dessous d'une tuile. Ces cours magistraux vous permettent d'atteindre les parties les plus rémunératrices des différentes disciplines. Pour la théologie, ça vous permettra d'aller récupérer des points qui sont en attente, ainsi que de récupérer des tuiles Sankore, qui sont des tuiles que vous allez placer sur la piste de mathématiques. Vous allez pouvoir aller dans des grandes villes sur la discipline de l'astronomie pour récupérer des bonus plus importants. Bref, c'est comme ça que ça va fonctionner. Évidemment, c'est plus complexe que ça. Pourquoi? Parce que notamment sur votre tableau, sur votre plateau joueur, vous avez donc une pyramide de cours. Ces cours, vous allez pouvoir les acheter en dépensant des livres. Vous allez récupérer des cours, les placer sur la pyramide, peut-être même en virer d'autres, etc. Sauf que les étudiants, lorsqu'ils prennent un cours, ils vont se déplacer directement au-dessus, suivant un sens indiqué par une flèche. Donc ils vont sur un emplacement précis, mais parfois ça ne va pas vous arranger. Donc il faudra utiliser une ressource qui est de l'inspiration pour pouvoir les déplacer, ou utiliser les tuiles compétences qui correspondent à ce que vous avez récupéré du côté du droit, pour pouvoir vous aider à un peu être plus malléable, en tout cas, dans les différents emplacements des étudiants. C'est un jeu qui va vous proposer différents axes sur lesquels vous allez pouvoir travailler pour pouvoir scorer. Parfois, vous allez maximiser le fait de comboter avec les différents tuiles compétences des droits. Parfois, vous allez gérer tout à fait la partie astronomie en déplaçant votre chameau et en récupérant du sel et en plaçant les différentes tentes, ce genre de choses-là. Vous avez plusieurs manières de scorer, mais vous avez un truc qui est quand même important à la fin de la partie, sur la piste mathématique. La piste mathématique sont des murs que vous allez placer autour, ce qu'on appellera la médersa, et à la fin de la partie, vous allez récupérer des jetons qui sont des points, en fait, dans différentes disciplines. Comment ça se passe le scoring? C'est le truc très original dans Sankore, c'est que vous avez une bibliothèque. La bibliothèque, il y a 3 étagères. Sur ces étagères, vous allez placer les livres, les fameux livres que vous allez dépenser pour certaines actions. Ces livres ont une couleur, donc une discipline. Et à la fin de la partie, lorsque vous allez devoir compter ce qui se trouve sur les différentes étagères, eh bien ces étagères vont servir de décompte de majorité. Si sur une étagère, il y a plus d'une certaine matière, la matière majoritaire, ça rapportera 2 points à sa discipline. La deuxième majoritaire rapportera 1 point, et on fait un décompte suivant les 3 étagères. L'idée, c'est que vous, pendant la partie, vous allez collecter ce qu'on appelle des points de prestige. Ces points de prestige vont vous permettre donc de scorer en fonction de ce qu'attribuent les étagères à la fin de la partie. Donc vous pouvez tout à fait avoir un jeton orange qui vaut 3 points, comme un jeton bleu qui vaut 1 point. Tout va dépendre de comment est-ce que les joueurs vont dépenser leurs livres dans cette fameuse bibliothèque. Autour de ça, il faut savoir aussi que vous avez des cartes missions, ce sont des objectifs que vous allez devoir accomplir. Ces objectifs vous permettent d'augmenter, d'améliorer certaines actions, soit de manière générale, soit vraiment des actions très précises, que ce soit les mathématiques, etc.
en fonction du moment où vous aurez réalisé la mission. Voilà. Je rentre pas plus dans le détail parce que c'est quand même déjà très touffu comme ça. Faut savoir que moi, quand j'y ai joué la première fois, donc j'y ai joué à 2 joueurs. À 2 joueurs, j'ai trouvé ça... Enfin, ma première partie, elle était laborieuse. Pourquoi ? Parce que c'est les premières parties, et ça, c'est propre à moi-même, c'est-à-dire que j'ai toujours beaucoup de mal à vraiment entrevoir ce qu'il faudrait que je fasse de manière efficace pour pouvoir avoir l'impression d'avoir réellement pris le pouls d'un jeu. Donc, je recommence une seconde partie à 2 joueurs, et là, je trouve ça génial. Parce que vraiment... on entrevoit finalement les possibilités de ce que propose Sankoré, les différents axes de scoring, l'anticipation très forte qui existe, le fait d'avoir donc ces différentes actions à réaliser, mais aussi avoir géré notre plateau joueur avec le déplacement des différents étudiants et les cours que l'on va récupérer, tout en essayant de dépenser les livres au bon endroit pour pouvoir générer des majorités plus intéressantes, en essayant de bien se placer sur le plateau mathématique pour récupérer les tuiles qui vont bien, etc. Donc il y a une vraie mesure, il y a une mesure très forte finalement dans ce Sankoré. On est vraiment sur un jeu que je catégoriserais d'avancé dans mes catégories de jeux, parce que vous avez une notion d'anticipation qui est forte sur plusieurs tableaux différents, vous allez devoir anticiper sur plusieurs tours, il y a une optimisation qui est très présente également, mais ensuite j'y ai joué à 4 joueurs. Et à 4 joueurs, je le recommande pas. Pour une raison qui est simple, lorsqu'on joue à 2 joueurs, on finit la partie en 1h30, 1h40. Ça va finalement assez vite, c'est très rythmé. À 4 joueurs, vous avez un downtime qui est monstrueux. Vous allez passer beaucoup de temps à attendre que le tour vous revienne pour finalement pas jouer longtemps, et c'est quelque chose qui est bien dommage. Mais au-delà de ça, ce qui est finalement le plus problématique à mon sens, c'est la partie où vous allez perdre de l'attention. Parce que vous perdez de l'attention parce que le jeu est quand même assez rapide. Vous allez jouer en 2h30 à 4 joueurs, c'est jouable. Le truc, c'est que vous n'avez pas l'impression d'avoir construit quoi que ce soit, contrairement au moment où vous allez jouer à 2 joueurs. À 2 joueurs, il y a une vraie tension qui existe dans le jeu. On est vraiment en train de se battre pour les emplacements des différents murs, on est en train de se battre pour les différentes étagères, il se passe vraiment quelque chose, en tout cas, autour de la table, qui fait qu'on est en permanence en recherche de faire mieux. Quand on est à 4 joueurs, on subit beaucoup plus le jeu, puisque lorsque le tour nous revient, eh bien, par exemple, pour ce qui est des étagères, les différentes étagères, les livres à placer, on n'a plus vraiment de contrôle, quoi. Ce qui se passe, et on peut plus rien y faire, alors que c'est une composante essentielle de Sankoré. Donc, moi, c'est un jeu que je ne recommanderais pas à 4 joueurs, justement pour ces histoires de downtime et le fait qu'on n'ait plus vraiment de maîtrise de ce qu'on fait. Par contre, à 2 joueurs, il paraît qu'à 3 joueurs c'est très bien, mais je ne l'ai pas testé à 3 joueurs. Je préfère le dire, il paraît que c'est très très bien à 3 joueurs, mais tout du moins, moi je le recommande vivement à 2 joueurs. Donc pour moi, Sankoré, c'est un jeu que j'adore à 2 joueurs, très certainement à 3 joueurs, parce que je pense que, j'entrevois que ça peut bien fonctionner, mais je déconseille vraiment à 4 joueurs, tant finalement on perd la saveur finalement du Sankoré, qui est vraiment excellent lorsque vous jouez à moins que ça. Il y a un an, je vous parlais d'un jeu que j'avais acheté pour pouvoir jouer un petit peu comme ça en famille, voilà, et qui m'a totalement convaincu l'année passée. J'y ai rejoué il y a pas longtemps, et je vais vous parler de ça. Sink or Swim, je vais vous en reparler, donc ça va être court puisque je vous en ai déjà parlé il y a un an. Sink or Swim, donc c'est un jeu, plutôt jeu d'ambiance coopératif, dans lequel vous allez, donc sur la natation synchronisée. Bon, tu l'oublies ça. Mais l'idée, elle est quand même intéressante, puisque vous allez avoir des cartes en main, il y a une application qui est obligatoire, donc ça je sais que si t'aimes pas, bah ce sera pas pour toi, une application qui est obligatoire, qui vous demandera donc de placer, faire une disposition vis-à-vis de différentes cartes, je crois que c'est des cartes entraînement, parce que vous allez effectuer une routine d'entraînement en fait, et à chaque tour, donc vous allez lancer l'application, au départ vous aurez 20 secondes pour que tous les joueurs se concertent pour réussir le premier entraînement. Par exemple, le premier entraînement du premier set, c'est chaque joueur joue une carte de la même couleur. Donc vous avez des cartes type Uno, avec couleur, avec chiffres. Très bien, on se met d'accord, on discute, moi j'ai du rose, et toi, et toi, et toi. Ah moi j'ai pas, tiens, bah, toi je peux te donner, ok tu joues, paf, 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 tac, c'est terminé. Généralement la première routine, vous allez la réussir. Ensuite vous passez au deuxième entraînement. Deuxième entraînement, on vous dit quoi? On vous dit, ah ben alors là, un joueur doit jouer du bleu et tous les autres joueurs doivent jouer impair. Ok. Tout ça en 20 secondes. Donc tu refais la première et la deuxième dans l'ordre avec le même timing. Donc là, on commence à rentrer dans une phase un petit peu frénétique, dans le sens où on n'a pas trop le temps. Donc il se passe des échanges assez houleux autour de la table, toujours la même couleur. Alors si tout le monde a la même couleur, bon ça tombe bien. Par contre, tu as toujours la possibilité de jeter 2 cartes pour venir piocher comme ça de manière frénétique dans le paquet jusqu'à trouver ce que tu veux. Hop, ensuite tu le joues. Après, on passe à la phase suivante. À la phase suivante, faut discuter. Bah moi j'ai du bleu, mais oui, mais moi j'ai pas du impair. Ah ma mince, comment on fait? Bref, tu comprends. Et ça, il va falloir le faire 5 fois. C'est-à-dire que vous avez 5 cartes qui vont se mettre autour, et lorsqu'on aura réalisé les 5 entraînements, on aura donc terminé la routine, et on aura un score en fonction du temps qu'on aura passé, le nombre d'échecs que l'on aura subi. Mais autour de ça, vous avez aussi des twists, des choses qui vont arriver, par exemple un twist qui va te dire, bah à partir de maintenant, plus personne ne doit parler, sauf celui qui a le téléphone pour appuyer sur les boutons. Ah,
Alors là, on est dans la communication non verbale. Très compliqué. Bref, tu comprends. C'est un jeu que je placerai dans ma catégorie accessible, donc la deuxième catégorie en termes de difficulté. C'est un jeu qui est donc très accessible, mais qui va vraiment générer des fous rires autour de la table parce que c'est la panique. C'est la panique à bord. Vous passez votre temps à discuter, à balancer des cartes, à en récupérer, à en piocher. Non mais moi je mets ça ci, non moi je mets ça là, à ne pas se comprendre quand on révèle les cartes à la fin pour dire mais non, mais on s'est pas compris, moi j'avais dit pair, toi t'avais dit impair. Et bref, c'est vraiment un bon moment. C'est vraiment un bon moment qu'on passe autour, on se marre, on rigole des personnes qui n'arrivent pas à tenir les règles, du genre faut se taire, le mec il n'arrive pas à se taire. Bref, c'est vraiment très fun ce Sink or Swim, ça reste un jeu qui est adoré sur la chaîne Jeux en carton, que je recommande vivement si vous recherchez un jeu voilà, à sortir en soirée, même avec des personnes qui sont pas très joueuses, ça vous permettra d'avoir vraiment des moments très drôles autour de la table et des moments coopératifs très drôles autour de la table. Voilà pour ce que j'avais à vous présenter. Maintenant le petit teasing de ce qui va arriver sur la chaîne. J'ai reçu il y a quelques temps, donc c'était en novembre ou décembre l'année 2024, j'ai reçu les petits alchimistes de chez Yellow. Donc les petits alchimistes, c'est la déclinaison de alchimiste chez les Yellow Experts. Donc ici je n'ai pas encore, enfin j'ai avancé, mais c'est un jeu qui est en legacy, c'est-à-dire que vous avez le même système de fonctionnement que le précédent. Encore une fois, il faut une application. L'idée c'est que vous allez devoir concocter des potions, donc vous allez mettre deux ingrédients ensemble pour voir quel type de potion va en ressortir, et vous avez une petite grille qui vous permettra de dire bah, par exemple t'as l'ingrédient rouge avec l'ingrédient bleu, ça fait quoi? Ça fait une potion bleue, très bien en place, hop, petite potion bleue ici. L'idée c'est qu'il va falloir donc réussir à concocter, à déduire quelle potion fait quoi, voilà, quel ingrédient fait quelle potion, et aussi pouvoir vendre ces potions à différents acheteurs qui vont passer. Donc si vous réussissez à faire une potion rouge alors que vous avez un acheteur rouge, et vous allez obtenir des pièces, et ces pièces ce sont des points. Mais au fur et à mesure que vous allez avancer dans le jeu, vous allez faire plus en plus de parties, vous allez débloquer de plus en plus de boîtes, et donc de plus en plus de gameplay. Donc ça, je vous en parlerai une fois que j'aurai débloqué toutes les boîtes, ça va arriver très bientôt, on a bientôt terminé. Et à côté de ça, j'ai ce truc là. Stardew Valley. Stardew Valley, je vous en ai pas encore parlé, c'est un jeu qui est tiré donc du jeu vidéo Stardew Valley. Si tu connais, tu connais. Moi j'adore ce jeu-là, mes enfants adorent ce jeu-là. Et là ça sort, mais alors ça sort, c'est sorti mais en version originale, c'est qu'en version originale. Maintenant, ça reste très accessible. Pour le coup, j'ai déjà joué une partie, j'ai joué un petit peu plus pour pouvoir vous en parler. Donc c'est un jeu coopératif dans lequel vous allez devoir donc réaliser 2 actions par tour en fonction des différents lieux de Stardew Valley pour pouvoir aller pêcher, pour pouvoir aller miner, pour pouvoir aller collecter ce que vous avez à la ferme, pour pouvoir acheter des graines, ce genre de choses-là, dans le but d'accomplir des missions. Il y a 4 missions à accomplir. Lorsque vous avez réussi les missions, il faudra aussi restaurer ce qu'on appelle un centre communautaire. Ce sont des ingrédients que vous allez devoir, des choses que vous allez devoir apporter dans ce centre communautaire pour pouvoir le réparer, et lorsque vous avez réussi tout ça, eh bien, vous avez gagné. Par contre, si vous passez une année complète, donc 4 saisons, et vous n'avez pas réussi, eh bien c'est perdu. Voilà, donc ça, je vous en parlerai, bien sûr, bien évidemment, tout bientôt, sur la chaîne Jeux en carton. Et voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à vous présenter pour aujourd'hui, donc n'hésite pas évidemment, ça c'est Discord, n'hésite pas évidemment à me dire ce que tu penses de ces catégories et à commenter ce que tu as envie de commenter sous cette vidéo. On s'abonne, on like, tout ça bien évidemment. Et on se retrouve très bientôt sur la chaîne Jeux en carton pour de nouvelles aventures.